Le prisonnier faisait semblant de jouer au ballon, mais en réalité, un plan audacieux prenait forme dans son esprit. Constatant que les gardes ne prêtaient pas attention à cette zone, il lança volontairement le ballon vers le bord du grillage, puis franchit ouvertement la ligne de sécurité et s'avança tranquillement jusqu'au mur d'enceinte. Il ne se pressa pourtant pas de ramasser le ballon, préférant rester sur place à observer attentivement les alentours. Voyant que les gardes tardaient à réagir, il crut un instant que son plan allait réussir. Mais l'instant d'après, le garde posté dans la tour de guet ouvrit le feu, l'obligeant à lever précipitamment les mains et à reculer. Les coups de feu attirèrent rapidement un grand nombre de soldats. Les gardes hurlèrent aux prisonniers de ne pas franchir la ligne de sécurité. Face à ces avertissements, Charlie expliqua calmement qu'il voulait simplement récupérer son ballon. Peu après, même l'officier ennemi arriva sur les lieux. À ce moment-là, Charlie changea soudainement de discours, il admit vouloir tenter de couper le grillage pour s'évader et sortit même ses outils. Cette attitude déconcerta les gardes, incapables de comprendre ses véritables intentions. En réalité, son objectif était de repérer les angles morts de la tour de guet et de détourner l'attention des soldats afin de permettre à ses camarades de s'échapper dans la confusion. Certains prisonniers tentèrent de se mêler discrètement à une équipe de bûcherons pour quitter le camp, mais ils furent finalement repérés par des gardes aux yeux perçants. D'autres se cachèrent dans des camions chargés de bois, mais eux aussi furent découverts et brutalement chassés à coups de fourche par les soldats allemands. Il était clair que ces petites ruses ne pouvaient tromper des gardes expérimentés. Mais cela n'avait aucune importance, car ce n'était pas le véritable plan d'évasion, tout cela n'était qu'un écran de fumée. Bien que Charlie ait été placé en cellule disciplinaire, il ne montra aucune inquiétude, car son objectif avait déjà été atteint. Une semaine plus tard, une fois libéré, il se rendit immédiatement de nouveau près du grillage. Il constata que cet endroit constituait non seulement un angle mort de la tour de guet, mais qu'il échappait aussi à l'éclairage des projecteurs. Il coupa alors résolument le fil barbelé et s'échappa. Le lendemain pourtant, il revint volontairement au camp, car sa mission de reconnaissance était accomplie. En réalité, les prisonniers avaient élaboré un plan d'évasion de grande ampleur impliquant pas moins de 250 personnes. Pour permettre à un groupe aussi nombreux de s'échapper avec succès, il fallait impérativement trouver un itinéraire adapté. La sortie de Charlie avait précisément pour but d'explorer le terrain autour du camp. Il découvrit qu'à l'ouest des baraquements s'étendait une vaste forêt, s'il parvenait à s'y cacher, les gardes auraient beaucoup de mal à les repérer. Mais comment déplacer autant de personnes sous les yeux de l'ennemi? Très vite, une idée s'imposa, creuser un tunnel menant directement à la forêt. Bien que la distance entre les baraquements et la forêt atteignit près de 90 mètres, l'ampleur du chantier ne découragea pas les prisonniers, déterminés à retrouver leur liberté. Le lendemain, ils sabotèrent volontairement un robinet afin d'attirer des gardes pour le réparer. Profitant de la diversion, deux prisonniers, couverts par leurs camarades, se glissèrent sous un véhicule, démontèrent deux barres de fer et les firent rapidement passer à l'intérieur. Des sentinelles furent postées un peu partout pour transmettre les informations en temps réel. Au signal convenu, deux prisonniers déplacèrent les planches sous le poêle, soulevèrent le plancher et révélèrent le béton en dessous. Ils prévoyaient d'utiliser les barres de fer pour fabriquer un marteau rudimentaire et commencer à creuser. Mais le bruit risquait d'attirer l'attention des gardes. Ils avaient toutefois anticipé ce problème. Une fois tout prêt, ils envoyèrent un signal aux camarades à l'extérieur. À ce moment-là, ceux-ci commencèrent à frapper des clous, tandis que les prisonniers à l'intérieur synchronisaient leurs coups avec le rythme, dissimulant ainsi le bruit du creusement. À mesure que le tunnel s'allongeait, un nouveau problème apparut. Que faire de la grande quantité de terre extraite? Sa couleur différait nettement de celle du sol en surface, la jeter dans le camp aurait immédiatement éveillé les soupçons. Certains plaisantèrent même en suggérant d'en manger un peu chaque jour, mais avec près de 50 tonnes de terre, l'idée était irréaliste. Alors que tout le monde se retrouvait à court de solutions, un prisonnier surnommé le Blond proposa une méthode ingénieuse. Il montra comment remplir des sacs dissimulés le long des cuisses, contrôlés par des cordes, permettant de libérer discrètement la terre en marchant, puis de la mélanger au sol avec le pied. Les sacs pouvaient ensuite être cachés sous le pantalon, échappant ainsi à toute inspection. Le lendemain, lors de l'exercice matinal, les prisonniers marchaient tout en relâchant discrètement les cordes pour répandre la terre, qu'ils écrasaient aussitôt pour la mélanger au sol. Les soldats ennemis ne remarquèrent rien. À midi, durant le travail, ils profitèrent d'un moment d'inattention pour répandre la terre dans le potager, puis la recouvrir avec un râteau. Ainsi, même les officiers les plus perspicaces n'auraient jamais imaginé que deux types de terre se trouvaient mélangés. Lorsque le commandant vint inspecter les lieux, il ne détecta aucune anomalie et alla même jusqu'à les féliciter pour leur sérieux. Le problème de la terre était résolu. Mais très vite, de nouvelles difficultés apparurent. L'oxygène venait à manquer dans le tunnel, provoquant des évanouissements chez les mineurs. Ils fabriquèrent alors un ventilateur artisanal pour insuffler de l'air dans le passage. Le travail souterrain nécessitait également davantage d'outils, comme des pelles et des chariots. Pour masquer le bruit de leur fabrication, les prisonniers eurent une autre idée ingénieuse, certains chantaient à l'extérieur, tandis que d'autres frappaient à l'intérieur en suivant le rythme de la musique. À mesure que le tunnel s'approfondissait, les planches de soutien commençaient à céder, provoquant des éboulements fréquents, dangereux pour les ouvriers. Il leur fallait davantage de bois pour renforcer la structure. Ils démontèrent alors des portes, des plafonds, et même les lits de leurs camarades. Sous la couverture des champs extérieurs, les gardes ne remarquaient rien. Ainsi, le tunnel put être solidement élargi et consolidé. 6 mois passèrent. Les mesures indiquaient que le tunnel atteignait désormais 75 mètres. Il ne restait plus que 15 mètres à creuser pour atteindre la forêt. Les prisonniers estimaient pouvoir terminer le travail en un mois. Pendant cette période, ils réussirent même à fabriquer clandestinement de l'alcool à partir de pommes de terre. Après l'avoir goûté, ils le trouvèrent étonnamment bon. À l'occasion de la fête nationale américaine, ils invitèrent tous les prisonniers à partager la boisson, célébrant ensemble dans une atmosphère festive. Mais au moment même où ils fêtaient leur succès, le danger approchait silencieusement. Profitant du rassemblement, le commandant ennemi lança une fouille générale des baraquements. Au début, il ne trouva rien d'anormal. Mais juste après son départ, un soldat renversa accidentellement un verre d'eau près du poêle. L'eau s'infiltra alors dans une fissure du plancher censée
paraissait être parfaitement étanche. Il appela immédiatement son supérieur, qui comprit aussitôt la situation. Le poêle fut déplacé, révélant les marques d'un plancher déplacé et un béton déjà percé. La baraque numéro 105 fut aussitôt encerclée. À l'extérieur, les prisonniers comprirent que le tunnel avait été découvert et accoururent. L'un d'eux, convaincu que tout était perdu, fixa le monde libre au-delà du camp et s'avança inconsciemment vers la ligne de sécurité. Lorsque ses camarades tentèrent de l'arrêter, il était déjà trop tard, il avait franchi la limite et grimpé sur le grillage. Malgré leurs cris, il fut abattu par le garde de la tour de guet. Pourtant, le plan d'évasion n'avait pas échoué. Charlie avait depuis longtemps anticipé la découverte possible du tunnel. C'est pourquoi il avait fait préparer jusqu'à 17 entrées différentes. Celle située sous le poêle n'était que l'une d'entre elles.